Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui je vais vous montrer comment personnaliser la table des matières. Plus particulièrement, je vais vous détailler cet exemple que vous avez sous les yeux qui correspond à celui que j'utilise personnellement. Alors, on va tout de suite voir comment faire ça et ça se fait en utilisant un package particulier qui s'appelle TitleTalk. Talk pour Table of Contents qui signifie table des matières. Donc on va tout de suite prendre le fichier texte qui correspond à ce que vous avez sous les yeux. Donc voilà la zone entre la zone du document à proprement parler, entre la balise begin document et la balise end document. Et ce que vous voyez, c'est que je fais effectivement un appel à la table des matières en utilisant la commande table of contents. Ensuite, pour l'exemple, j'ai inséré un chapitre, une section, une sous-section, une sous-section, un paragraphe et un sous-paragraphe, comme ça on a un petit peu tout. Et c'est exactement ce que vous avez sous les yeux ici dans la table des matières. Le fichier texte, l'autre partie du fichier PDF, qui n'est pas la table des matières, vous voyez, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc voilà, ce que vous pourrez remarquer, c'est que je n'ai pas personnalisé l'affichage dans le cœur du texte. On va uniquement ici personnaliser la table des matières. Et je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos qui vous explique comment personnaliser l'affichage des titres ici que l'on a dans le corps du texte. Donc on va revenir à la table des matières qui va nous intéresser. Il n'y a que celle-là qui va nous intéresser. Voilà. Voilà. Donc on va voir comment faire ça. Donc je reviens sur la balise begin document end document. Comme vous pouvez le voir, rien de particulier ici, rien qui vous laisse entendre que j'ai modifié la table des matières. En effet, tout va se jouer dans le préambule, ce qui permet très facilement de gérer des fichiers de style que vous pourrez découpler de vos fichiers texte afin d'alléger un petit peu votre code parce que toutes ces personnalisations, ça prend de la place dans votre document, c'est un petit peu compliqué et puis quand on jette un coup d'œil, c'est pas évident de s'y retrouver. Donc on peut les mettre à part très facilement. Alors, on va reprendre tout de suite le début du document texte. Donc le voilà, je me suis mis dans la classe book pour pouvoir faire des chapitres, donc la classe livre. J'ai chargé ce qu'il faut pour la gestion des accents, des polices en français, et ainsi de suite. Ici, j'ai modifié les compteurs. Alors les compteurs, j'en ai modifié deux qui sont les suivants. Le premier, c'est le compteur d'affichage des sections sous-sections, c'est-à-dire est-ce qu'on va numéroter une section ou pas. Donc là j'ai mis 3, c'est-à-dire que je vais numéroter jusqu'au paragraphe. Donc on va reprendre le document qui est ici. Alors oui, j'ai pas recompilé depuis. Alors, attendez, je vais recompiler. Donc ce que vous voyez, c'est que je ne numérote que jusqu'à la sous-section. Je ne numérote pas le sous-paragraphe. Dans la table des matières, vous voyez par contre, voilà, ce que vous voyez c'est que dans le paragraphe, il n'y a pas la numérotation non plus. Donc c'est pour ça que c'est important ici de préciser que le compteur secnumDef, qui va gérer la numérotation des paragraphes et ainsi de suite, va aussi influencer sur l'affichage que vous aurez dans la table des matières. Mon paragraphe n'est pas numéroté dans la table des matières, il n'a pas de numéro. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Enfin, ça c'est après à vous de voir ce que vous souhaitez réaliser. Deuxième compteur que j'ai mis, qui est tout simplement la profondeur de la table des matières, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau je veux afficher les éléments dans la table des matières. Donc là, je veux aller jusqu'au paragraphe. Donc c'est-à-dire que je vais afficher 4 éléments, section, sous-section, sous-sous-section, paragraphe. Si je mets 5, on devrait avoir les sous-sous-paragraphes. Le sous-paragraphe. Et vous voyez d'ailleurs que je n'ai pas personnalisé le sous-paragraphe puisque je n'avais pas prévu de l'insérer dans la table des matières. Donc, de cette manière-là, je fixe ce que je veux voir dans ma table des matières. Par exemple, peut-être que le paragraphe, c'est pas nécessaire si vous avez un gros document de le détailler. En tout cas, là, on va le faire à titre d'exemple. Une fois que vous avez géré ces deux compteurs-là, que vous pouvez modifier à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci, on va justement charger le package TitleTalk qui est complémentaire au package TitleSec qui lui permettait de modifier l'apparence des sections, sous-sections et ainsi de suite. D'ailleurs, si vous allez sur le manuel, vous avez un manuel qui correspond aux deux. Donc, je vous montre tout de suite, voilà le manuel que j'ai de la version 2010, donc, ce qui explique à la fois le package TitleSec et le package TitleTalk, en anglais comme toujours.
Alors, de ce package, on va utiliser une seule commande, enfin on va en utiliser plusieurs, mais disons que celle qui va nous intéresser le plus, c'est celle que j'ai commentée ici, qui est la commande title contents, qui va permettre de modifier le contenu de la table des matières. Alors cette commande prend un certain nombre d'arguments, si je ne dis pas de bêtises, elle prend 7 arguments, certains sont optionnels, certains sont obligatoires. De toute manière, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours mettre tous les arguments, même si je laisse un espace vide, mais au moins on les met tous. Alors, le premier argument, ça va être la section. Alors, section, c'est peut-être pas le bon mot, mais disons que ça va être, comment dire, l'objet que vous allez modifier. Est-ce que c'est une section, une sous-section, un paragraphe que vous allez modifier? Donc là, c'est ici que vous allez insérer un mot-clé qui va correspondre à la zone que vous allez modifier. Left, c'est ce que vous allez mettre à gauche de votre entrée dans la table des matières. Donc, pour être plus précis, c'est ce qu'il va y avoir ici, à gauche. Donc typiquement, qu'est-ce que vous avez à gauche? Des espaces. Là par exemple, moi j'ai un espace à gauche. Donc on verra comment gérer cet espace à gauche et ainsi de suite. Vous voyez, là il y a un très très grand espace. C'est ce qu'on met dans l'argument left, ici, dans l'argument optionnel left. Au-dessus, c'est ce qu'on va mettre juste avant de mettre une ligne. Donc là typiquement, par exemple, prenons ma sous-section. Est-ce que je veux afficher quelque chose juste au-dessus? C'est typiquement ce qu'on peut faire si on va mettre des lignes pour séparer, mettre des espaces, enfin on peut faire plein de choses juste au-dessus d'une nouvelle entrée. Ensuite, on a deux arguments obligatoires, on peut bien sûr mettre vide, qui sont le comportement de la table des matières avant la zone de texte, mais dans deux cas. Soit vous insérez le label, c'est-à-dire, comme là vous voyez, on a le label ici, la numérotation, et vous aurez un certain cas. Donc si vous avez un label, il faudra utiliser l'argument qui est là, celui-là, mettre pour ce qui se passe avant. Si par contre vous utilisez une table de matière ou une entrée dans la table de matière qui n'a pas de label, il va automatiquement lire les arguments que vous avez mis ici. Donc c'est celui juste après. Donc à distinguer, alors ça c'est très sympathique. Si vous n'êtes pas sûr de la profondeur, si vous allez mettre un paragraphe ou pas mettre un paragraphe, en modifiant les compteurs que je vous ai montré tout à l'heure, on peut afficher les labels, pas afficher les labels, afficher dans la table matière, ne pas afficher dans la table matière. Et ça permet de faire justement un formatage conditionnel si vous avez mis un label ou pas. Dans cet argument, il va y avoir le remplissage et le numéro de page. Donc à quoi ça correspond? C'est tout simplement ce qui est après votre zone de texte. Donc là, typiquement, moi j'ai rempli ici de points. Et à la toute fin, on voit le numéro de la page. La table des matières, ça n'a aucun intérêt si ça ne vous dit pas la page. Donc typiquement, c'est dans cette zone-là que vous allez pouvoir spécifier le remplissage. Donc ici, moi j'ai mis des points. Et le numéro de page. Et enfin, en argument optionnel, vous avez le comportement de ce que vous allez faire après ou en dessous. Donc là, on a vu le au-dessus, là on a le en dessous. Donc typiquement, si vous voulez mettre des choses, des lignes et ainsi de suite. Là, par exemple, pour chapitre, vous allez voir que j'ai rajouté les lignes dans la commande en dessous de l'entrée chapitre. Donc voilà pour le comportement général de la commande title contents. Et maintenant, on va regarder en particulier l'exemple que je vous ai montré. On va commencer par le paragraphe. Donc voilà, qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme premier argument? Je vous l'ai dit, on insère quel est l'objet qu'on va modifier, quel est le type d'entrée qu'on va modifier. Alors, on va modifier le comportement de l'entrée de type paragraphe. Remarquez ici qu'il n'y a pas l'anti-slash paragraphe, alors que si l'on utilise le package title sec et la commande title format, il faut mettre un anti-slash. Donc là, il y a une petite nuance qui peut vous conduire à avoir des problèmes de compilation. Ici, il n'y a pas l'anti-slash. Donc, je vais modifier l'entrée paragraphe. Donc, je vais modifier ce qui se passe au niveau de la dernière ligne ici. Je mets à gauche un espace horizontal de 175 points. Donc là, ça me donne l'espace à partir duquel va commencer mon texte. Donc, entre cet endroit-là et cet endroit-là, on a 175 points. C'est parce que moi, j'avais envie de faire une table des matières un petit peu espacée comme ça, où on retrouve l'arborescence naturelle section sous section, on la retrouve avec une indentation différente, donc ici avec une grande indentation pour les objets comme le paragraphe. Donc ensuite, on a l'argument au-dessus. Donc celui-là, au-dessus, moi j'ai rien envie de faire de spécial. Voilà, rien, donc pas rien du tout. Et là, il y a deux, alors là on a les deux arguments optionnels, c'est-à-dire s'il y a un label ou s'il n'y a pas de label. Donc qu'est-ce qu'on fait s'il y en a ou s'il n'y en a pas?
Donc là, par rapport au début, j'ai fixé la profondeur pour ne pas afficher le label du paragraphe. Donc on va automatiquement se trouver uniquement dans l'interprétation de cette ligne-là, de la ligne 76. On se met en police normale, donc ça c'est pour éviter tout problème de modification de police antérieure qui pourrait impacter notre table des matières. Donc comme ça on reset, enfin on repart de zéro. Ensuite je lui dis de choisir la taille script size, donc une petite taille, pas la plus petite mais une petite taille. Et je lui demande d'utiliser une forme italique. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du texte écrit en petit, en italique. Donc là, ça correspond au texte qu'on a ici, dans le cas où on n'a pas de label. Si on a un label, donc je vais tout de suite reprendre le début et insérer le label. Donc là, vous voyez, je modifie le compteur. Maintenant, on a bien un label là, et on retourne à la définition du paragraphe. Donc cette fois-ci, on ne va pas regarder la ligne 76, mais on va regarder la ligne 75. Je refais toujours pareil, normal font pour remettre la police de base. La taille, c'est la même, je veux que ça conserve la même taille. Là, nous avons une commande particulière, supplémentaire, par rapport à tout à l'heure, parce que là, on retrouve bien l'italique qui est ici à la fin. On a juste cette commande-là en plus, Contents Label. Tout simplement, c'est cette commande-là qui va permettre d'afficher le label dans la table des matières. C'est justement Contents Label, la commande Contents Label. Alors, cette commande-là prend un argument obligatoire qui va être l'espace que vous allez lui réserver pour qu'il insère le label. C'est-à-dire qu'un label peut prendre beaucoup de place. Prenons l'exemple ici, le chapitre c'est un 1, il n'y a qu'un seul caractère. Par contre, le paragraphe, vous voyez, c'est 1.1.1.1.1 et ainsi de suite. Donc, parce que j'ai décidé bien sûr de numéroter de cette manière-là, on n'est pas obligé de tenir compte de toute l'arborescence. Mais là, j'ai choisi dans cet exemple-là de tout vous montrer de manière simple. Donc ce qui fait que c'est très très gros, le label prend beaucoup de place, donc il faut réserver l'espace horizontal parce que la table des matières, elle n'est pas capable de savoir, quel va être l'espace horizontal, et puis surtout, c'est à vous de choisir quel rendu vous voulez. Donc il vous laisse l'entière liberté sur ça. Donc ça c'est l'argument obligatoire, et l'argument optionnel, bien c'est tout simplement qu'est-ce que vous allez afficher comme label. Vous n'êtes pas obligé d'afficher le vrai label, vous pouvez afficher ce que vous voulez, vous pouvez afficher un petit symbole, ou le numéro du label bien sûr, ou un label modifié. Là par exemple, j'affiche le label de la section que j'ajoute en cours. Alors c'est un petit peu compliqué, mais l'idée c'est on est en train de modifier le paragraphe. Donc quand dans la table des matières, le compilateur va entrer quelque chose dans la zone, il va entrer un nouveau paragraphe dans la table des matières. Il se dit d'accord, le contenu que je vais insérer c'est un paragraphe, donc le contents label va être relatif au paragraphe, et le contents label, qui va être le numéro associé à ce que vous êtes en train d'entrer, va automatiquement se transformer en celui du paragraphe. Donc contents label, c'est tout simplement le numéro du paragraphe. Ensuite, je veux mettre tout simplement une parenthèse. Et donc ce qu'on voit, c'est que j'ai ma numérotation, puis j'ajoute une parenthèse. Bien sûr, c'est pas obligatoire. Je peux enlever la parenthèse. Si j'enlève la parenthèse, je ne vois que la numérotation. Mais si j'enlève la parenthèse et que je ne me retrouve qu'avec the content label, j'ai tout simplement le comportement naturel, le comportement de base de la commande contents label. Donc à ce point-là, je peux même enlever cette chose-là, et vous allez voir, ça ne change strictement rien parce que c'est le comportement de base. Donc là, c'est pour ça que c'est optionnel d'ailleurs. Donc là, j'avais envie de vous montrer ça et de vous montrer comment on pouvait rajouter facilement la parenthèse, donc en jouant sur l'argument optionnel. Enfin, on arrive à ce qui se passe à droite du texte, donc c'est juste après avoir inséré le texte. Là, je retourne en taille normale. J'utilise la commande .fill qui remplit tout l'espace disponible. Donc c'est une sorte de ressort qui va pousser les objets à sa gauche et les objets à sa droite. Il va prendre toute la place disponible et la remplir par des points. Fill pour remplissage et dot pour point. Donc c'est ce qu'on voit ici. Normalement, j'ai mon texte, j'ai le numéro de page, et le .fill ici, qui correspond à toute cette ligne de points, va pousser le texte le plus à gauche possible, pousser le numéro de la page le plus à droite possible, et s'insérer au milieu en remplissant des points. Le plus à gauche possible, en tenant compte du décalage ici, à gauche, que nous avons mis bien sûr. Il ne va pas complètement à gauche de la page, grâce à cette valeur qu'on a mis ici. Remarquez d'ailleurs que, mais ça c'est juste un point de vue esthétique, que je passe en normal size, donc je repasse la police en taille normale,
et non plus en script size parce que j'avais envie que les points ici aient la même taille quel que soit le type d'entrée. C'est-à-dire que ce soit une entrée section ou une entrée mon paragraphe, je voulais que la taille du point soit la même. Si vous ne le faites pas, vous allez voir le résultat immédiatement. Je suis surpris, ça donne la même taille de point. Et écoutez, voilà, une petite bêtise qu'on vient de voir en direct. Enfin, reprenons la suite de cette ligne. Donc, j'ai inséré mes points. Ensuite, je passe en petite taille de texte. Je passe encore en italique. Donc là, c'est la petite taille tout simplement parce que j'étais passé en normal ici. Donc, c'est peut-être même pas nécessaire, hein, puisqu'on l'a fait juste avant. Je passe en italique et je lui demande d'afficher le numéro de la page qui est associé à ce qu'il est en train de rajouter dans la table des matières. Ça se fait via la commande TheContents-Page. Et ici, c'est la page 3. En même temps, ici, il n'y a pas de texte, donc tout commence à la page 3. Mais ce que vous voyez, c'est que j'ai bien utilisé la bonne commande pour faire ça. Donc voilà pour la commande paragraphe. Maintenant, on va regarder la commande, la sous-section. Alors, sur le principe, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de subtilité. D'ailleurs, même, il n'y en a aucune. Si ce n'est peut-être la taille. Donc, on va remonter jusqu'à la zone de sous-section. Donc, voilà, le décalage à gauche est plus petit. Ce que vous voyez, c'est que je ne mets rien au-dessus du texte. Là, je sais que la sous-section, je la veux dans la table des matières, donc je ne remplis que la ligne si il y a un label. Pardon, je veux que la sous-section ait un label, donc je ne remplis que cette ligne-là. Je ne mets pas la ligne sans label, ça ne sert à rien. Je n'ai pas d'hésitation à ce niveau-là. Je prends une police de base, je la mets dans une taille petite, mais moins petite que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais prendre pas script size, mais footnote size. Je réserve un espace de 30 points pour la taille ici de cette zone-là. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus petit, là je prends 30 points par rapport à 40, tout simplement parce que là j'en ai que 4, j'ai 4,1 alors que là j'en avais 5. Bon. Et je veux l'affichage en italique. Ça c'est pour... Voilà, pour ce qui se passe pour la zone de texte. Ensuite, après la zone de texte, je remplis de points, je l'écris en petit, en italique, et je mets le numéro de la page. D'ailleurs, je vous ai montré comment remplir de points, mais si ça ne vous plaît pas, vous pouvez remplir de blanc, tout simplement en faisant un hfill par exemple. Si vous faites un hfill, vous allez voir ici, ça fait le même rôle que dotfill, c'est-à-dire que ça va remplir, c'est-à-dire que ça pousse tout à gauche, ça pousse tout à droite, mais au lieu de mettre des points, ça met du blanc, tout simplement. Et on peut, alors il me semble qu'il y a d'autres façons de remplir, mais moi, je dois vous avouer que j'aime beaucoup les points. Ça permet d'avoir le texte et le numéro de page très facilement au niveau de... Je trouve que ça facilite la lecture. Et puis c'est terminé pour la sous-section. On passe à la sous-section, et là, même principe, il n'y a pas grand-chose à dire. Un espace à gauche plus petit. On va sauter la ligne 54, on va passer d'abord à la 55. Ici, je sais que je vais mettre un label à la sous-section, donc je ne remplis que la zone sous-section. Je demande que la taille du texte soit small. D'ailleurs, j'aurais dû faire en sorte que la fonte, je réinitialise la police, pardon, en petit. Je réserve un espace mémoire de 30. Et vous voyez, ce que je vais avoir, c'est une sous-section qui va être écrite en police normale. Il n'y a pas de modification, c'est normal. Et dernière ligne, pareil, la taille normale, je remplis le point, je passe en petit d'ailleurs, et je mets le numéro de page. Donc ce que vous voyez, c'est que le 3 qui est ici est en script size, le 3 qui est là est en footnote size, celui-là est en small, et celui de la section sera en normal. Alors, revenons juste sur la ligne là que je vous ai dit de sauter pour l'instant. C'est celle qui correspond à ce qu'on va faire avant l'entrée. Donc là, je vais faire, comme c'est écrit, add vspace. Donc je vais ajouter un espace vertical avant l'entrée dans la table des matières. Donc vous voyez, juste avant ma sous-section, je vais pousser de sorte à rajouter un espace vertical. L'idée étant de démarquer un petit peu la sous-section par rapport à la section. Bien sûr, c'est encore une fois, c'est à vous de choisir les espaces que vous souhaitez avoir. Par exemple, je vous montre à 2 points. Voilà, là, je viens de rajouter un espace vertical avant ma sous-section. Alors c'est important de faire la distinction parce qu'on peut le faire, on pourrait rajouter un espace blanc après la section ou avant ma sous-section. Selon ce que vous êtes en train de réaliser, ça peut vous aider d'utiliser un aspect ou l'autre. Ok, là je reviens sur celui-là. Passons à la section maintenant. Donc voilà la section.
C'est le même principe, je rajoute un espace vertical, pardon, reprenons au début, c'est la section, 25 points pour le décalage gauche, je rajoute un espace vertical au-dessus d'elle, je lui demande d'écrire en petite capitale, donc c'est grâce à la commande scShape, donc ici vous voyez ma section est écrite en petite capitale, je lui réserve un espace pour le label de 20 points, plus petit parce que le label ici est aussi plus petit, il n'y a plus que 1.1, contrairement à, vous voyez sur le paragraphe c'est 1.1.1.1.1. Je sais que ça va être dans la table des matières, donc je ne mets pas l'autre argument, j'y mets rien. Et au niveau du remplissage, c'est tout pareil, sauf que je veux que le numéro de la page soit en taille normale et en gras, pour vraiment distinguer dans la lecture ce qui est une section du reste. Voilà pour la section, et maintenant passons au dernier, qui est le chapitre, un tout petit peu plus compliqué. Donc, on va modifier l'entrée chapter. On va faire commencer le texte à 100 points. Donc ici, là, cette zone-là, ça commence à 100 points. Si vous voulez, on peut comparer par rapport à tout à l'heure. Ma sous-section, elle commençait à une certaine valeur. Ma sous-sous-section, elle commençait à une autre valeur. Donc, on revient en arrière. Ma sous-section commençait à 75 points. Et ma sous-sous-section commençait à 125 points. Là, je veux que mon chapitre commence à 100 points, c'est-à-dire exactement au milieu des deux. Donc si vous tracez une ligne verticale ici et là, vous voyez que mon chapitre commence bien au milieu des deux. Donc il commence ici à 100 points. Je mets un espace vertical de 2 là, pas parce que j'ai envie de vraiment marquer les changements de chapitre. Hein. Si j'ai plusieurs chapitres, j'ai envie d'avoir un espace assez imposant. Je demande d'utiliser les petites capitales pour la forme de la police. Je la veux en gras. Je veux qu'elle soit en gros, c'est-à-dire en large, un peu plus gros, pas non plus énorme, mais un peu plus gros. Et je lui insère le label en cours donc, du chapitre. Et là, la modification, c'est que par défaut, je vais vous montrer par défaut ce qu'on est censé avoir. Par défaut, on est censé avoir ça. Alors pourquoi un 1 ici ? Pourquoi il y a un gros espace là? Tout simplement parce que je vous rappelle que quand vous faites un contents label, la valeur qui est là, c'est l'espace que vous réservez pour insérer le label. J'ai décalé à gauche de 100 points et le label, lui, a besoin de 100 points. Donc il faut bien comprendre que contents label, ça fait un retour en arrière par rapport à votre décalage gauche que vous avez mis ici. Comme j'ai mis exactement un décalage gauche de 100 points et je demande de réserver un espace de 100 points, automatiquement le 1 commence tout au début de la ligne, puisque j'ai en gros annulé le décalage de 100 points. En tout cas, voilà ce qui se passerait en temps normal, si vous utilisez l'argument sans argument optionnel de contents label. Mais moi, j'ai envie d'avoir un plus joli rendu, et j'ai envie de voir s'afficher ici chapitre 1, chapitre 2, et pas seulement 1, 2, 3. Donc ce qu'on fait, c'est quand on modifie, on modifie cela en modifiant l'argument optionnel. Donc dans l'argument optionnel, ce que je lui demande, c'est d'afficher chapitre, un espace insécable, et enfin le numéro du chapitre. Si je compile, j'obtiens ce résultat-là. Et ça vous explique pourquoi j'avais fait une réservation de 100 points. Alors 100 points, c'est peut-être un peu beaucoup, vous voyez, il y a encore beaucoup de place ici, mais c'était vraiment pour bien décaler le titre de ça. Mais donc c'était nécessaire pour justement que le mot chapitre ne soit pas superposé au titre du chapitre. Bon, typiquement, je vais vous montrer une des erreurs qu'on pourrait avoir. Si je réserve que 50 points, donc je fais un retour horizontal de 50 points, vous allez voir, on a le numéro du chapitre qui est superposé au texte du chapitre. Donc bien sûr, ces valeurs-là, c'est à vous de les fixer à l'usage en fonction de ce que vous comptez y mettre. Si vous comptez y mettre du texte, selon la façon dont vous allez numéroter, et ainsi de suite. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du package Title Talk qui permet de modifier la table des matières. Comme toujours, ce que je vous ai présenté ici, ce n'est qu'une infime partie de ce que vous pouvez en faire. Et ce que je vous conseille, c'est d'aller voir le manuel de ce package pour justement chercher des spécificités que vous souhaitez mettre en avant dans votre document. En tout cas, avec ça, moi, ça me convenait. Et je dois vous avouer que ça convient à beaucoup de gens de mon entourage qui ont repris directement mon modèle qui est là et que vous pouvez télécharger sur ma page web. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.